Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre 2023. C'est un jeudi. C'est une journée dans laquelle il neige. Donc, au moins ce matin, en ce moment de parler, ça neige. Mais c'est une petite neige, mais ça reste quand même que ça fait penser. On parle toujours du réchauffement de la planète, sauf que finalement, l'hiver, c'est l'hiver et ça reste tout le temps le même. Moi, je me souviens, la première tempête de neige que j'ai vue au Canada, et quand je suis arrivé en 1967, c'était le 20 novembre et il y avait une tempête de neige. Et le 20 novembre, aujourd'hui nous sommes au 9 et puis il neige. Ce n'est pas la même neige du 20 novembre de 1967, mais quand même, il n'y a pas de gros changements, à mon avis, à l'intérieur de ces 50 et quelques années. Mais ça, c'est mon opinion. Naturellement, tout le monde dit que la planète se réchauffe, c'est sûrement vrai, mais au moins pour tout ce qui concerne le microcosme de Montréal et, si vous voulez, du petit coin ici, ben, c'est à peu près la même chose depuis 50 ans et quelques. Bon, une fois dit tout ça, donc, qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette date ici? Ben, il n'y a rien de pas spécial boursièrement parlant. Si vous regardez le graphique du SPY, qui est le fonds négocié en bourse de l'indice S&P 500 américain, il vous montre que le marché est à la hausse. Il veut vraiment pousser vers la hausse. Pourquoi il pousse vers la hausse? Parce que M. Powell, le patron de la Réserve américaine, la Réserve fédérale américaine, a dit qu'il ferait une pause dans l'augmentation des taux d'intérêt. Enfin, c'est comme ça qu'on a interprété ces mots. Et donc, finalement, c'est considéré un bon signe. Finalement, c'est comme si on s'arrêtait à peu près à ce 5% dans lequel on est actuellement, et puis c'est fini. 5%, ça veut dire, est-ce que c'est beaucoup? Oui, par rapport à ce qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans, et pendant 10 ans, on avait des taux d'intérêt qui étaient presque zéro. C'est beaucoup, 5%. Mais dans la moyenne des années des derniers, mettons, comme je dis, depuis 1945, si on peut dire comme ça, depuis donc à peu près 70 ans, 75 ans, finalement, la moyenne a été de 6%. Donc, on est à peu près dans la moyenne, un peu moins que la moyenne de ces derniers 3/4 de siècle. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'indice des prix à la consommation dit harmonisé, comme c'est marqué ici en haut. Voyez-vous? Donc, c'est indice des prix à la consommation harmonisé. Donc, c'est le IPCH ou en anglais HIPCP. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, pourquoi harmonisé? D'abord, parce que ce n'est pas un indice nord-américain, c'est un indice européen. L'Europe est formée de 19 pays avec l'euro, je crois. Et de ces 19 pays-là, ben, chacun a comment dire, son économie et tout ça. Et il y a un organisme central qui s'appelle Eurostat ici. Et l'Eurostat, c'est l'endroit dans lequel on fait toutes les statistiques, finalement, dont se sert finalement la Banque centrale européenne pour faire ses politiques d'augmentation des taux d'intérêt au cas où il y a l'inflation et tout ça. Finalement, c'est un indice donc européen, mais pour tenir compte de la différence de poids qu'il y a entre, par exemple, l'économie française et l'économie, je ne sais pas, italienne ou grecque ou comme ça, pour tenir compte de tout ça, il est harmonisé. Harmonisé, ça veut dire que mathématiquement, et finalement, il pondère finalement chaque pays en fonction de son importance dans l'économie globale de l'Europe. Et, et c'est ça. Et naturellement, regardez, qu'est-ce que ça veut dire ça au fond, au bout de la ligne? Donc, c'est quoi ce indice des prix à la consommation? C'est comme notre indice des prix à la consommation, nous, mais avec quelques petites différences. Et donc, c'est un indicateur de l'inflation et de la stabilité des prix. Et vous avez un indicateur, vous avez 17 titres de référence. On ne va pas tous vous les montrer, mais c'est simplement pour vous de les cliquer puis de les voir un pour un. Vous pouvez naturellement, la plupart sont en anglais, mais vous pouvez les mettre en français si vous êtes sur Google, parce qu'il y a un traducteur automatique. Donc, c'est une mesure de l'inflation comparable entre les pays de l'Union européenne, ça va. Moyenne pondérée, voyez-vous, c'est une moyenne pondérée des indices de prix des États membres ayant adopté l'euro. Il est utilisé par la Banque centrale européenne pour maîtriser l'inflation et la porter à 2% à moyen terme. Est-ce qu'ils sont à 2%? Non, pas encore, comme nous, on n'est pas encore à 2%, mais 2%, c'est considéré l'idéal pour une banque centrale. Pas d'inflation et pas de déflation. Et à peu près, c'est ça, c'est l'idéal. Mais ça, c'est un idéal, comme ça, qui reste un idéal. C'est pas sûr qu'on peut l'atteindre et l'avoir toujours. Donc, il est similaire à l'indice, l'indice européen est similaire à l'indice des prix à la consommation que nous, on a ici en Amérique du Nord, mais ils excluent les logements occupés par le propriétaire, alors que nous, on inclut ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on inclut, nous, dans le produit dans l'indice des prix à la consommation? On considère
finalement, quel serait le loyer que le propriétaire d'une maison payerait si, au lieu d'avoir la maison, il était à loyer. Ça, c'est une donnée qu'on retrouve dans l'indice des prix à la consommation chez nous. Mais on ne l'a pas en Europe, eux l'excluent. Par contre, en Europe, ils mettent aussi la population rurale. Et nous, on ne met pas la population rurale, on met seulement la population urbaine. Bon, avec ces différences-là, quand même, finalement, c'est clair que ce que ça veut dire. Finalement, c'est une mesure de l'inflation, donc, entre les pays de l'Union européenne. Et voilà. Donc, à présent, vous avez plusieurs références là, mais la question aussi est à savoir, avec le Canada, comment est-ce qu'on s'y met là? Parce qu'eux, ils ont une inflation. Oui, si vous regardez, mettons les références, mais je vous les cite seulement, mais est-ce qu'on peut en montrer un, Gary? Oui. On pourrait montrer, par exemple, le numéro 3. Voilà. Ça, c'est donc, on ne va pas tous vous les montrer, mais finalement, à vous de cliquer, puis ils sont tous là, les graphiques. Et voilà, ça, c'est, regardez, ça, c'est toute l'Europe, enfin, les 19 pays qui sont là. Donc, dans les 19 pays, aujourd'hui, on est rendu à 124,40, alors que en 2015, il était à 100. Donc, il y a une augmentation d'à peu près 24,4% depuis 2015 à aujourd'hui. Pour les États-Unis, on peut voir le suivant, regardez le numéro 4. Oui, le numéro 4, ben ça c'est, voyez-vous, c'est tous les items pour les États-Unis. Là aussi, voyez-vous, à partir de, quand il y a eu le COVID, à partir de 2021, quelque chose comme ça, on a eu une augmentation abrupte et on est rendu à peu près à 127,12 et en 2015, il était 100. Donc, c'est à peu près comparable. Le Canada, on va le voir, le Canada. Pour le Canada, ben, sans aller voir les statistiques, est-ce qu'on peut y aller, Gary, sans que ça dérange les ordinateurs? Oui. Donc, on pourrait voir, par exemple, le numéro 17. Voilà, dans le numéro 17, ça, c'est la Banque centrale du Canada. Et il vous montre sur la gauche les dates. Et l'avant-dernière colonne, ou la première colonne après les dates, il vous donne le produit intérieur brut, le CPI, comme il est marqué ici. Donc, moi, regardez, j'ai pris le dernier, le mois d'août 2023, et c'était 158,7. Et j'ai pris le 2015, parce qu'on fait toujours référence au 2015, le décembre 2015, il était à 126,5. Je fais le petit calcul, donc l'indice, le dernier, moins l'indice d'il y a 8 ans, diviser l'indice d'il y a 8 ans, ça donne une augmentation de 25,5. Donc, on est à peu près tous dans le même cas d'inflation. On pourrait regarder un autre exemple, par exemple, juste pour dire. Vous savez, en Europe, la bière est excellente, donc il y a aussi l'indicateur de la bière. Et l'indicateur de la bière se trouve, c'est le numéro 8. C'est la 7, hein? Ah, c'est le 7? C'est le 8. Bon, la bière, regardez ça. La bière pour la zone de l'euro. Et puis finalement, la bière avait augmenté tranquillement, puis rendu en 2021, vers la fin de 2021, il a commencé à flamber. Donc finalement, c'était, mettons, en 2015, c'est ce qui était 100, là c'est rendu presque il est rendu à 127. Là aussi, il y a une augmentation du prix de la bière de 27% dans ces 8 ans. Et tout ça. C'est comme ça, si vous regardez graphique après graphique, ça vous donne une idée qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'on vit, nous, comme inflation, et l'Europe le vit. À présent, est-ce que nous, on est meilleur, on est moins bon, je ne sais pas. C'est plus compliqué pour l'Europe parce qu'on dit que c'est 19 pays, mais il y a beaucoup d'inégalités entre un pays et l'autre. Et donc, on fait une sorte de moyenne, mais cette moyenne, finalement, montre qu'il y a une dispersion aussi des données sur des extrêmes vraiment très loin par rapport à la moyenne. Tandis que nous, c'est beaucoup plus harmonieux, en quelque sorte, parce que c'est les États-Unis. Et avec les États-Unis, le Canada, finalement, on ne fait que répéter les mêmes choses qu'aux États-Unis. Et voilà, une fois dit tout ça, c'est simplement, donc, on vous laisse avec tout ça, mais simplement, on vous a mis donc un total de 17 références. Et dans ces 17 références, vous avez finalement vraiment beaucoup de graphiques. Vous avez une dizaine de graphiques de différents items en Europe, mais toujours publiés par Fred aux États-Unis. Mais vous pouvez aller sur Eurostat et puis les avoir directement de Eurostat. Et naturellement, il y a
finalement des références qui vous disent, en cliquant, ça vous décrit comment c'est fait, finalement ces indices et tout ça. Et voilà. Juste pour dire, la conclusion dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on a l'inflation. L'inflation était globale. À présent, il y a cette inflation globale, par exemple, elle peut être donnée par l'énergie. Si vous regardez le graphique de l'énergie, mais sans le regarder nous, mais celui de l'énergie, c'est le numéro 6. Vous allez voir, est-ce qu'on peut le voir, Gary, ou ça dérange les ordinateurs? Ouais. Ça, c'est l'énergie. Voyez-vous, c'est l'énergie de l'euro. Vous savez qu'eux, ils ont eu un gros problème. À partir de 2020, finalement, l'énergie qui était quelque chose comme s'il était quelque chose comme près de 100, c'est ça? Et il est rendu à 100, à 180. Mais il a fait un 180 à peu près, 175, et puis là, il a reculé un peu. Mais regardez, pour eux, c'est vraiment tragique. Parce que finalement, l'Europe ne produit pas d'énergie. Oui, ils disent qu'ils produisent de l'énergie, mais ça dépend qui. La France, par exemple, a des centrales nucléaires. Mais l'Allemagne avait dit non parce que ça pollue ou ça risque finalement d'avoir des problèmes avec les choses nucléaires. Et puis finalement, c'est très inégal. En Europe, c'est vraiment compliqué pour eux, l'énergie. Pour nous, ici en Amérique du Nord, heureusement, on est chanceux. On a, par exemple, je ne sais pas, juste au Canada, on a à peu près pour 300 ans de pétrole finalement dans les sables bitumineux. Ensuite, on a finalement, comme on fait aux États-Unis, c'est-à-dire le pétrole de surface, et puis qui permet donc de générer beaucoup d'énergie. On a le gaz naturel, on a tout ça. Tandis qu'en Europe, eux sont très, très dépendants des autres. Actuellement, en Europe, par exemple, ils importent le gaz naturel d'Algérie. Avant, c'était le gaz naturel de la Russie. Naturellement, il y a les problèmes de la guerre à présent entre la Russie et l'Ukraine et la position de l'Europe contre la Russie. Et donc, ça crée des problèmes finalement d'approvisionnement d'énergie. Nous, on n'a pas ces problèmes. On est très chanceux ici en Amérique du Nord, je dois vous dire, parce qu'on a vraiment toutes les ressources et on peut être complètement autonome sans avoir besoin de personne, finalement, autour. Mais ce n'est pas le cas de l'Europe. Ça, c'est la différence entre les statistiques, finalement. Et puis voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.